Effectivement, je suis donc aussi directrice de l'association Solidarité Femmes et Refuge pour femmes victimes de violences. Donc c'est à ce titre-là aussi que je suis là aujourd'hui, parce que des victimes de violences et des femmes victimes de violences, nous en voyons depuis plus de 40 ans. Et nous avons pu nous exercer et nous expérimenter surtout sur comment comprendre ce qui se passe pour ces femmes et trouver des moyens de l'expliquer aussi au public et aux professionnels, parce qu'effectivement, Yael Meloul l'a déjà bien expliqué, les femmes qui vivent des violences conjugales sont des victimes parce qu'elles sont mises sous emprise par leur conjoint qui en a décidé ainsi. L'intention du conjoint, qu'elle soit clairement établie dans sa tête ou qu'elle ne le soit pas, mais l'intention du conjoint dans le cadre conjugal, lorsqu'il s'agit de victimes de violences conjugales, est de prendre le pouvoir et le contrôle sur l'autre et sur l'ensemble de la relation. Et donc il va mettre au point des moyens pour y arriver. Et donc c'est plutôt de cela que je vais vous parler maintenant. C'est plutôt, on va essayer de voir ensemble pendant quelques minutes comment se met en place cette relation de domination, comment la victime qui est aux prises avec un auteur qui cherche à la mettre sous emprise va réagir dans cette relation, et comment à un moment donné, elle va en arriver à perdre tout espoir, et effectivement les conséquences ultimes étant de mettre fin à ses jours, parce qu'elles n'ont plus d'autre que cela comme solution mentale. Mentale. Et donc comment cet enfermement va devenir un enfermement dans leur propre tête, et comment elles n'auront plus la possibilité de voir des portes de sortie, même si on leur en propose. Vous savez, ces animaux qui sont... ça me fait penser à... Allez, je vais vous donner cette petite métaphore. Les oiseaux qui sont nés dans des cages ou qui sont enfermés dans des cages, quand vous ouvrez la porte de la cage, ils ne vont pas sortir de la cage. Parce que pour eux, ce n'est pas une porte. Vous voyez, à un moment donné, dans la relation conjugale, les femmes qui vivent dans ces relations pendant très longtemps vont finir par ne plus voir les portes. Et à un moment donné, si personne ne les aide à comprendre que la porte existe, à les aider à franchir la porte, et à les aider à ne plus avoir peur de franchir cette porte et d'aller plus loin, donc c'est tout l'objet de l'accompagnement, eh bien ces femmes, elles vont rester dans leur enfermement. Mais donc comment on en arrive là? Alors comment on en arrive là? Vous avez préparé un PowerPoint, mais c'est peut-être pas nécessaire. Si vous voulez, je peux vous le montrer, mais on peut le montrer? Parce qu'il y a un peu... je voulais vous montrer un peu comment on peut, en s'aidant du cycle de la violence, comprendre comment, à un moment donné, le processus de domination conjugale se met en place petit à petit, et comment les femmes qui vivent ça, par leur réaction, vont commencer à perdre de plus en plus la capacité à se sortir de là, jusqu'à en arriver à, je veux dire, ne plus en être capable. Et donc, nous avons apprivoisé un modèle d'analyse qui nous vient du Québec. Nous avons rencontré des Québécois en 2004, 2 services. La Séjournelle, service spécialisé pour les victimes de violences, et l'accord Mauricie. Alors, c'est lequel? Attends, je me permets 2 secondes. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est que nous avions apprivoisé un modèle d'analyse qui avait été mis au point par 2 services, la Séjournelle Femmes Victimes de Violences et l'accord Mauricie, c'est donc à Trois-Rivières, qui avaient travaillé... Donc ces 2 services se sont rencontrés parce que ils avaient chacun un bout du problème, en fait. Donc travaillant avec les auteurs, ils n'envisageaient pas ce que pouvaient vivre les victimes. Et travaillant avec les victimes, on avait très peu de contact avec les auteurs. Donc ils se sont rapprochés et ils ont décidé de vérifier ensemble comment, à un moment donné, dans le système conjugal, il pouvait y avoir la mise en place d'un processus de domination. Comment allait s'exercer ce processus de domination, et comment la victime, puisqu'on est dans un système, allait réagir à cette mise sous emprise. Et on va pouvoir ainsi décortiquer ensemble, et surtout pour les professionnels c'est intéressant, parce qu'on peut voir un peu comment la dynamique de couple se met en place, et à quel moment ça devient dangereux. Donc c'est une excellente analyse que nous avons été chercher là-bas, on s'y est formé, et puis on la diffuse partout
dans la partie francophone du pays, puisque nous sommes chargés de former l'ensemble des intervenants wallons en la matière. Et nous formons toujours à 2 voix avec Praxis, qui est une des grandes associations qui accompagne les auteurs de violences conjugales ici en Belgique francophone. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire, mais c'est intéressant de savoir que ce que je vais vous dire ici, on ne l'a pas inventé comme ça. C'est une analyse qui s'est créée par 2 services de terrain, c'est important de dire de terrain, parce que du coup, il y a une bonne connaissance de la problématique, mais aussi, cette analyse, elle a été vérifiée, validée par l'Université du Québec. Donc, c'est à un moment donné un processus qui a été validé et qu'on peut retrouver dans l'ensemble. Alors, c'est ça qui est intéressant. Peut-être que quand on travaille avec les auteurs, on travaille avec les victimes, on n'est pas toujours au clair de ce qui est la cause des violences qu'ils vont exercer. Et quels sont peut-être les mécanismes profonds des violences qu'ils exercent. Quand on aide à accompagner un auteur, on va aussi rechercher dans son enfance, etc. Tout. Ça, c'est le soin qu'on apporte aux personnes. Pour les victimes, idem. On doit aussi trouver les moyens, et c'est un peu plus complexe quand on apporte du soin et qu'on accompagne les victimes, que de dire qu'elles sont victimes d'un processus de domination conjugale. Il y a aussi comment, à un moment donné, la mise sous emprise qu'on exerce sur elles prend des ampleurs sans précédent, et on sait qu'un certain nombre de victimes beaucoup plus vulnérables que d'autres sont, je veux dire, il est facile, entre guillemets, je vais dire entre guillemets, il est beaucoup plus facile de les mettre sous emprise parce qu'elles ont déjà des vulnérabilités antérieures. Mais ça, c'est quand on est dans le soin. Par contre, ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir, et c'est très important pour les professionnels, quand ils doivent déterminer à quel moment il faut agir, c'est comment ça se produit, ces mécanismes de mise sous emprise. Parce que ça, je vous assure, on peut universaliser. On n'est pas dans l'attention à une personne avec un individu qu'on doit aider psychologiquement. Donc ces mécanismes-là, ils sont utilisables dans toutes les circonstances quand on doit examiner est-ce qu'on est vraiment dans de la violence conjugale ou est-ce qu'on est plutôt dans des personnes qui se disputent, qui utilisent parfois de la violence entre eux, de manière symétrique ou asymétrique, et que ce sont ce qu'on appelle des violences situationnelles ponctuelles. Mais, alors, il faut quand même, et ici les professionnels qui sont là, qui sont aguerris en la matière, le savent, un peu partout dans le monde, j'ai quand même constaté, on peut constater avec l'expérience, que malgré les formations, malgré la connaissance des mécanismes de mise sous emprise, malgré le fait qu'on en parle beaucoup plus, malgré la Convention d'Istanbul, qui clairement établit que les violences faites aux femmes sont un mécanisme de domination lié au patriarcat, malgré tout ça, eh bien, en violence conjugale, ce que moi je vois, et je pense que je ne suis pas seule à le constater, c'est qu'on minimise encore énormément et on banalise encore ces violences-là, et on les inscrit dans un cadre de différents conjugaux. À partir du moment où on est dans cette façon de penser les violences, évidemment qu'on ne va pas traiter le problème correctement. Évidemment, puisque dans les différents conjugaux, qu'est-ce qui se passe? Quand on est en conflit, on n'est ni victime ni auteur. On est 2 personnes qui se disputent face à face, qui s'engueulent, qui se disent des choses désagréables, qui s'insultent peut-être, et qui vont peut-être échanger des coups, ou l'un va frapper l'autre pour arrêter le conflit, peu importe. Mais dans la reconnaissance qu'il y ait une victime et un auteur, ça n'existe pas dans les différents conjugaux. Donc ce serait très difficile d'aller plus loin et d'aider une femme qui est victime de violences récurrentes quand on ne croit même pas soi-même que ce soit possible. Donc si on n'est pas d'accord un minimum sur la définition des violences conjugales, on ne sait pas travailler. On ne sait pas travailler, on ne sait pas, et on est dans ce qu'on appelle, on va survictimiser les victimes parce qu'on ne va pas les croire. Et ça arrive encore trop souvent. Alors c'est une question de formation, mais c'est aussi une question de reconnaître que le patriarcat existe et que le patriarcat a des conséquences sur les hommes et les femmes et sur la manière dont ils vivent leur vie ensemble. Et qu'on n'est pas sorti de l'auberge et qu'on a du travail à faire en termes de prévention générale. Bon, ok. Donc maintenant, je vais avancer un peu plus vite parce que sinon, je vais prendre les 3 heures qui vont suivre. Moi, je me crois en formation. Moi. J'ai 3 jours, quoi. Non, pas du tout. Donc, quand on définit les violences, on a souvent tendance à les définir par leur manifestation. Hein? Ils frappent, ils insultent, ils crient. Mais justement, c'est là-dedans que sont les limites. Parce que frapper, est-ce que c'est vraiment de la violence conjugale? Si je l'ai fait une fois
et que j'étais hors de moi et que je me reconnais même plus, et que j'ai bousculé ma compagne ou mon compagnon parce qu'on était dans une dispute beaucoup trop forte, ça m'a échappé, frustrée, j'utilise un geste que je regrette par la suite, mais qui a existé, ce geste, il est là. J'ai posé un geste qu'on peut qualifier de violent. Est-ce que je suis dans de la violence conjugale? Quand j'insulte mon partenaire ou ma partenaire dans une dispute, est-ce que je suis dans la violence conjugale? Vous savez, à toutes ces questions-là, on peut répondre, ça dépend. Et alors, c'est très énervant, parce que du coup, comment est-ce qu'on reconnaît la violence conjugale? Comment est-ce qu'on la différencie de ces habituels conflits qui parfois finissent mal? Bon, je ne sais pas si vous êtes en couple, moi je suis en couple depuis 35 ans, les disputes, je connais. Donc, et je connais, et si on est honnête, on sait bien aussi qu'on ne se dispute pas jamais, on ne se dispute pas toujours gentiment en disant « je ne me sens pas respectée par toi parce que tu as encore oublié de rapporter le pain ». Et j'aimerais beaucoup que tu t'intéresses plus aux tâches ménagères. Et comment peut-on régler le problème entre nous? Ça, c'est la communication idéale. Mais quand est-ce qu'on se dispute comme ça? Jamais. Bon, voilà. Donc, les disputes, ça prend des formes aussi très agressives. Et c'est facile d'aller dire tu m'as violenté, je t'ai violenté, etc. Donc, c'est quoi la différence? C'est quoi? Juste ici, je vous mets un petit exemple parce que les violences, par exemple, quand on parle de violence économique, avant 1976, avant la loi sur l'égalité entre les époux, on ne parlait pas de violence économique, c'était normal que les femmes demandent à leur mari la permission d'aller travailler, que monsieur devait donner sa permission pour ouvrir un compte en banque. C'était logique, c'était dans la loi. Donc il a fallu quand même attendre 1976 pour que ça devienne illégal de gérer les revenus de l'autre, de vérifier s'il a un compte en banque ou pas, etc. Donc de faire pression sur lui pour qu'il aille ou pas travailler. Actuellement, on parle de violence économique, mais avant 1976, les violences économiques n'existaient pas. Donc, à un moment donné, définir les violences par leur manifestation, ça a vraiment des limites très claires. Et en ce qui concerne les violences psychologiques, c'est encore plus vrai. C'est encore plus vrai. Parce que là, comment, et Yael Mellul l'a très bien dit, comment on définit ces violences-là? C'est très subjectif. Et on peut toujours dire que t'exagères, mais il n'a pas voulu dire ça, mais non, t'as mal compris, allez, tu n'as pas d'humour, quand on se fait insulter, humilier, dénigrer par l'autre. Donc, et aussi même l'entourage, à un moment donné, quand on parle de violence psychologique, on est un petit peu coincé. On peut énumérer toute une série de choses, mais on est toujours dans la question que je posais au départ. Est-ce que c'est vraiment de la violence conjugale? Ça dépend, on va dire. On peut dire ça dépend. Donc, définir les violences conjugales par l'intention de l'auteur, ça permet de mieux comprendre les mécanismes à l'œuvre derrière les actes et les impacts sur la victime. C'est le choix de la Belgique, je vous le rappelle quand même, rapidement. Ce n'est pas un choix légal, ce n'est pas une loi, c'est dans l'introduction des plans nationaux de lutte contre les violences faites aux femmes, la définition choisie par nos gouvernements respectifs, ensemble, je rappelle, donc nos 3 types de gouvernements, c'est de dire que les violences dans les relations intimes sont un ensemble de comportements, d'attitudes, de gestes, etc., qui visent à contrôler et dominer l'autre. Et que ça comprend un certain nombre d'actes et d'agressions qui sont amenés à se répéter et qui portent atteinte à l'autre. Donc il y a le mécanisme de mise sous contrôle, il y a le type de violence possible, une énumération non exhaustive bien sûr, et puis il y a surtout l'impact sur l'autre. Donc il y a quand même 3 éléments importants. Et la définition va plus loin en disant que ça affecte aussi l'entourage de la famille, y compris les enfants. Et, je vais quand même la cerise sur le gâteau parce que c'est important, la Belgique a quand même décidé, donc ce sont nos ministres ça, que les violences dans la majorité des cas les victimes en étaient des femmes et que c'était en lien avec les inégalités que vivaient les femmes dans l'ensemble de nos sociétés. Voilà. Donc la Belgique a quand même fait ça. On peut... Donc, l'analyse, je la passe parce que je viens de vous la faire. Et puis, ça permet donc de clarifier pour moi quand même une des grandes confusions qui persistent dans la tête de beaucoup. Les violences naîtraient des disputes, des conflits, des problèmes de communication. Et donc, pour que ça change, il faudrait intervenir sur la relation et responsabilité des 2 conjoints. Ça, évidemment, si on prend la violence comme ça, c'est ça qu'il faut faire. Donc, on proposerait aux conjoints, pour mieux qu'ils s'entendent mieux, qu'ils aillent voir un thérapeute de couple, par exemple. Ou que s'ils décident de mettre fin à leur relation conjugale, qu'ils passent par une médiation familiale. Comme ça, on règle calmement tous nos petits problèmes. Et surtout, moi, ce que je vois, et c'est ça qui est très grave, c'est qu'on envisage dans nos sociétés que la séparation met fin à la violence.
Donc on ne s'occupe plus des personnes et on ne s'occupe plus de la violence à partir du moment où les époux sont séparés. Et un des mécanismes clairs de ce que je viens de dire est que lorsqu'on est dans une séparation de couple et qu'on va devant le tribunal de la famille, cette question n'est absolument pas mise sur la table. Elle est même interdite d'être mise sur la table, puisque ce sont des conflits entre adultes qui se règlent entre adultes. Et puis maintenant, ils sont séparés, il ne doit plus rien se passer. C'est tout, c'est comme ça. Et donc maintenant, pour le bien-être des enfants, on ne va pas mettre ça sur la table. On ne va pas mettre sur la table le fait que le conjoint auteur de violence exerce de la violence par ricochet également sur les enfants, que même souvent, pas si souvent, pas toujours par ricochet d'ailleurs, que les violences continuent après la séparation. Et donc ça, tout ça, ce sera oublié parce que, justement, comme c'est des conflits, la séparation met fin au conflit. Et donc les victimes, au moment le plus dangereux, c'est-à-dire au moment de la séparation, on le sait, hein, quand on connaît la mise sous emprise, on connaît les violences conjugales, on sait que la séparation, ce sont les moments les plus dangereux, puisqu'on le connaît à travers les féminicides conjugaux, et on le sait aussi à travers les suicides forcés. Yael Meloul vous l'a bien expliqué. C'est là qu'on abandonne la victime. Et on lui dit, maintenant c'est fini, tais-toi, ne parle plus de ça, maintenant c'est fini, chacun vit sa vie. Et quand je vais déposer plainte pour harcèlement post-séparation, on ne me prend pas au sérieux. Et on ne me croit pas. Et on dit que j'exagère. Et si je veux parler de violence à enfants, on va encore dire que j'exagère encore plus. Et on va me parler d'aliénation parentale. Et je risque de perdre la garde de mes enfants. Voilà, par ricochet, hein, la preuve que notre société ne prend pas au sérieux les violences conjugales et l'envisage en réalité comme des conflits entre adultes. Donc c'est ce mécanisme-là qu'il faut renverser. Alors, comment on va... Convention, voilà. Alors, la violence, j'ai des mécanismes. Si vous voulez, après, je peux vous donner, pour ceux que ça intéresse, je peux vous donner le PowerPoint. Hein. C'est pas, il y a des critères on peut trouver des moyens de détecter, de dire, voilà, il y a des critères de distinction qui nous permettraient d'y voir un peu plus clair, même quand on n'a pas beaucoup de temps, même quand on est là, même quand on ne connaît pas vraiment trop la victime, même quand on ne connaît pas encore trop les auteurs. Il y a quelques signes comme ça qui devraient nous alerter, et notamment, moi je dirais, l'intention de l'auteur, c'est très difficile hein, de décrypter l'intention d'un auteur, parce que lui va toujours vous dire qu'il a pété les plombs. Voilà, et donc c'est un moment ponctuel dans la vie, qu'il n'a pas l'intention de prendre le contrôle sur l'autre, c'est pas vrai du tout. Bon. Mais par contre, quand on est en contact avec un agresseur, on peut être alerté par la manière dont il va expliquer son geste. Et souvent, les agresseurs en violence conjugale vont justifier leur geste. Et le justifier par toutes sortes de circonstances. Hein. La faute de l'autre, la faute à pas de chance, j'avais trop bu, j'étais rentrée, j'ai exagéré, oui, monsieur le policier, j'ai exagéré, madame la policière, j'ai exagéré, je sais bien, mais franchement, j'étais épuisée, puis elle est venue encore, elle est encore venue avec ses vieilles choses, elle est venue me chercher querelle, oui, je sais, j'aurais pas dû, mais j'ai pété les plombs, vous voyez, donc il y a, en fait, je ne les nomme pas ici, mais il y a 7 types de justifications qui sont très intéressantes à connaître pour ne pas tomber dans les pièges des agresseurs en réalité. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est quand on est en contact avec une victime, c'est de l'interroger sur comment elle se comporte quand il y a des conflits ou des disputes dans le ménage. Alors, les victimes de violences conjugales, elles vont répondre assez systématiquement, moi, les disputes, j'aime pas. Jamais je me dispute. Ah non, j'aime pas ça, les conflits, moi. Et de toute façon, moi, je sais comment le prendre. Hein. Je sais qu'il ne faut pas l'énerver. Je sais comment calmer les choses. Et donc, on va comprendre à travers ce qu'elle dit qu'elle est dans une espèce d'autocontrainte, hein, pour ne pas faire que l'autre s'énerve. Et je vais vous expliquer assez rapidement, un peu trop peut-être, comment elle en est arrivée là, cette femme, parce que la mise sous emprise, ça génère ça. Donc, et alors la répétition des agressions et des diversifications des agressions. Donc on doit avoir une bonne connaissance des types d'agressions, on doit être au clair aussi avec ce qu'on appelle agression. Et on voit qu'il y a toutes sortes, c'est pas juste je te frappe une fois, je t'insulte, je t'humilie, je t'empêche d'avoir ton revenu, je t'isole de ta famille, etc. Il y a tout un contexte autour de ces violences qu'on doit connaître. Alors, le processus de domination, je vous l'ai expliqué. Voilà, moi j'ai un peu refait le cycle à ma manière en utilisant le modèle d'analyse qu'on a trouvé au Québec et qu'on utilise pour donner de la formation. Donc en fait, quand deux personnes se mettent en couple, nous, on va parler de mise en relation sécurisante. On ne va pas parler d'amour, on ne va pas parler de passion, on va parler de
recherche d'un contexte sécurisant, d'une relation sécurisante. Parce qu'effectivement, si on est dans la pyramide des besoins humains, on se rend compte que les premiers besoins humains étant manger et dormir, et être physiquement apte, le deuxième besoin plus important chez les êtres humains pour qu'ils puissent se développer, c'est la sécurité. Et donc, quand on est petit, on a besoin de cette sécurité pour se développer. Et on connaît peut-être, pour les professionnels que vous êtes, comment des contextes d'attachement insécure peuvent produire des individus qui vont mal à l'âge adulte. Donc la sécurité, c'est un élément important du développement des individus. Mais cette recherche de sécurité, elle existe à l'âge adulte. Pour qu'on puisse se développer, être dans le couple, pour que tous les deux puissent se développer et être dans un endroit où on est mieux à deux que tout seul, il faut un contexte de sécurité. Et donc, cette recherche de la sécurité, elle est fondamentale. Donc, on va parler de relations sécurisantes. Et c'est dans cette relation a priori qu'on voudrait sécurisante que l'un des deux, pour quelque raison que ce soit, je ne vais pas les aborder ici, c'est trop compliqué, à un moment donné, va vouloir mettre en place une relation qui lui convient à lui. Souvent, les hommes sur les femmes, d'ailleurs, le plus souvent, c'est ça. Et cette relation qui lui convient à lui, c'est lorsqu'il a le contrôle et domine et a le pouvoir sur la conjointe. Donc il doit contrôler, il doit avoir le pouvoir. Et comment il va mettre en place ce pouvoir qu'il a sur nous? 3 minutes. Je n'aurais jamais fini d'expliquer ça, moi. Bon, vous me laissez encore quelques minutes supplémentaires. Oui, on rabote les questions. Hein. Voilà. Pas de questions. Bon, sinon, je finirai jamais de vous expliquer ça quand même. Donc, comment on commence? Mais la plupart du temps, Yael l'a dit à un moment donné, ça commence jamais par des baffes. Hein. Sauf rare cas où il y a eu des contextes post-traumatiques chez les deux, où il y a des violences physiques qui arrivent très vite. Ça, c'est des cas rares. Dans la plupart des couples qui commencent, ce sont des stratégies dites douces qui vont être mises en place. Et les premières stratégies, nous, dans le processus de domination conjugale, on les appelle les stratégies de tension, de mise sous tension. Alors, les mises sous tension, c'est faire en sorte que la conjointe se décentre d'elle-même et de ses besoins pour se centrer sur les vôtres, tout le temps. Et qu'elle soit dans l'hypervigilance pour tout le temps satisfaire vos besoins. Donc, qu'elle soit très... Alors, c'est comme ça qu'on a des femmes qui nous disent, et qui sont très attentives, donc à la moindre humeur. Hein, des femmes qui nous disent à un moment donné, comment il ferme la porte, je sais comment il va rentrer. Et je sais quelle attitude je dois adopter. Ce sont des femmes qui vont se mettre dans des postures qui, à un moment donné, vont faire qu'elles sont toujours tellement attentives à l'autre que, maintenant, imaginez-vous ce que c'est de vivre comme ça, hein, le stress que ça procure. Mais c'est un stress que vous ne comprenez pas vous-même, hein, parce que c'est un mécanisme qui se met en place au nom de l'amour. Alors, la plupart du temps, ça commence par les crises de jalousie, ça commence par des crises... un bête exemple, un exemple parmi d'autres... Madame, avant de se mettre en ménage, avait une amie et elles avaient l'habitude de sortir une fois par mois au restaurant ensemble. Le monsieur, pendant le début de la relation, trouve ça anormal. Il le dit plusieurs fois à sa conjointe, mais elle maintient son idée de continuer à vivre cette relation. Le problème, c'est que lui va persister dans son intention à ce qu'elle arrête cette relation. Alors comment il va s'y prendre? Eh bien, il va quelque part la menacer de mettre fin à la relation. L'exemple que j'ai, c'est un couple qui se touche beaucoup, qui sont tout le temps dans les bras l'un de l'autre, et un jour, et c'est après le fameux dimanche où elle est allée manger, monsieur, ils vont faire des courses, et madame veut lui prendre la main, et monsieur enlève sa main. Il la lève, elle veut lui prendre la main, il l'enlève. Laisse-moi tranquille. Il rentre à la maison, il se met dans son fauteuil, elle le suit pour savoir ce qu'il y a, laisse-moi tranquille. Vous savez comment c'est inquiétant, ça, dans une relation où il y a de l'amour, où c'est vraiment important, où on est là dans les débuts de la relation, comme c'est menaçant de se sentir en insécurité comme ça. Donc, elle va réfléchir, elle va se poser la bonne question pour commencer la mise sous emprise. À votre avis, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour le mettre dans cet état-là? En se posant la question, elle va répondre elle-même, et le fait qu'elle se donne la réponse à elle-même va faire en sorte qu'elle va effectivement agir pour mettre fin à la relation qui pose un problème à son conjoint. Et c'est comme ça qu'on commence doucement la mise sous emprise. Je cède petit à petit des droits, des libertés. Et je les cède au nom de l'amour, parce que je l'aime, parce que je veux le rendre heureux. Donc ça c'est les stratégies de tension. Et il y en a des multiples. Hein. Mais donc, ça, c'est au cœur de la relation violente. Parce qu'une fois que c'est commencé, ces stratégies-là, elles ne s'en iront plus jamais. Elles sont toujours là pour rappeler à la conjointe d'être hyper vigilante à satisfaire les besoins de l'autre.
Alors, dans ce contexte-là, évidemment, le contrôle économique et social, comme l'a dit Yael, est très important. Plus je contrôle ces économies, plus je contrôle ces relations sociales, plus elle est à moi, évidemment. Donc, je dois tout vérifier. Et elle ne peut pas me mentir. Il faut que je sache et que je vérifie tout. Donc, GSM, contrôle par GSM, contrôle de la correspondance. Donc, de plus en plus vraiment, la conjointe perd des libertés fondamentales des êtres humains, parce qu'on est là, hein, le secret de sa correspondance, le choix de son... elle n'est plus libre de ses choix, elle n'est plus libre. Mais elle accepte ça. Et souvent, au nom de l'amour, et au nom, en fait, aussi, effectivement, on est en couple, une femme mariée, ça ne fait plus tout ça, etc. Au nom aussi de l'ensemble des stéréotypes qui sévissent encore dans les relations hommes-femmes. Ça, c'est la base. Ensuite de ça, on peut dire que la violence physique, la première violence physique, va arriver comme une crise. Mais si tu n'as pas compris au départ toutes ces stratégies de mise sous contrôle, la crise violente, tu vas la voir comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, surtout la première. Donc, crise, agression, ce qu'il faut savoir, et ça dans le contexte de violence conjugale, c'est que la crise est créée par le conjoint violent parce que, à un moment donné, il se rend compte qu'il n'a pas le contrôle qu'il voudrait avoir, ou qu'il est en perte de contrôle sur l'autre parce que la conjointe a fait quelque chose qui lui fait penser qu'en fait, il n'a pas tout à fait le contrôle comme il voudrait. Et donc, il va créer une crise, et il va utiliser de la violence pour restaurer son contrôle. Ça, c'est vraiment le mécanisme de base. Hein. Les crises de violence, et surtout les crises de violence physique, sont là pour restaurer le contrôle. Et donc, suite à ces crises, évidemment, comme on est dans le cycle de la violence, il va expliquer pourquoi il était violent. Et donc, c'est là qu'on va avoir arrivé les justifications, les minimisations, de ce que vous voulez, et au profit de la conjointe. Parce que ça, c'est vraiment au profit de la conjointe. Si tu n'avais pas regardé ce monsieur, je n'aurais pas fait de crise de jalousie, je n'aurais pas été jaloux, je n'aurais pas pété les plombs. Si tu m'avais parlé autrement quand je suis rentrée, etc., etc. Donc, les justifications servent à la conjointe pour la convaincre que c'est de sa faute ce qui est arrivé, que ce n'est pas la faute du monsieur. Et si jamais il y a eu des témoins, pour les convaincre qu'effectivement, la responsabilité, ce n'est pas eux qui l'ont, c'est autrui. Donc, et évidemment, éviter les conséquences de ces actes. Et après ça, on va entrer pas tout de suite dans la lune de miel, il va y avoir des stratégies de réconciliation, ça va être très actif, hein. Donc, va démontrer à madame par des stratégies, bouquet de fleurs, permission de faire tout ce que tu ne pouvais pas faire avant, etc. Donc, il va un peu rallonger la corne pour pas qu'elle se sente acculée. Ça, c'est les stratégies actives de réconciliation. Et ça va, après, on entre dans la phase de lune de miel, puisqu'on s'est réconcilié, maintenant, on oublie tout et on recommence à zéro. Et c'est un cercle qui tourne comme ça, avec en fond de toile toutes les stratégies de tension et l'hypertension de madame. Madame en hypertension tout le temps, pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus de violence à son égard. Alors, on va examiner du côté des victimes ce qu'elles vont faire pour arrêter les violences. Mais la plupart, au début, moi, toutes les femmes victimes de violences que je connais, au début, elles ont essayé de faire du contre-pouvoir, de résister à l'autre, de ne pas céder. Mais le problème, c'est quand on est avec un contrôlant, un dominant, résister, ça mène à une espèce d'escalade qui va produire de la violence de la part de la victime, presque. Et beaucoup de femmes m'ont dit, oui, au début, je tenais tête, mais après, ça devenait tellement fort que je devenais violente moi-même, je me suis fait peur et j'ai arrêté. Et si elle arrête toute résistance, qu'est-ce qui se passe ? Elle tombe dans ce qu'on appelle la subordination. Je fais tout ce qu'il me dit, quand il me dit, j'essaye vraiment de tout bien faire, de changer parce qu'il m'a dit que c'était de ma faute si j'étais battue, etc. J'essaie de tout bien faire, parce que comme ça, au moins, effectivement, il sera content et j'aurai pas de violence. Donc, en fait, au lieu d'être passives, les victimes, elles sont très actives tout le temps à essayer d'arrêter la violence de l'autre, en se mettant dans des postures dont elles pensent que ça va arrêter la violence de l'autre. Mais la posture de subordination est une posture, effectivement, basse, où je suis obligée de céder. Je cède une grosse partie de moi-même, et plus je suis obligée, parce que les violences s'aggravent, plus je suis obligée de céder. Et aussi au début, je cède encore volontiers, parce que ça correspond plus ou moins à mon éducation, à la fin, c'est plus volontiers du tout. C'est la contrainte et la peur qui vont me mener à céder de plus en plus. Et alors, je vais arrêter là, mais je pense que vous comprenez le système. On va parler maintenant d'accroissement de la victimisation. C'est-à-dire que si la femme qui est mise sous emprise, au début, elle a encore du pouvoir sur sa vie parce qu'elle tient tête à monsieur, ou parce que son processus de subordination fonctionne, effectivement, quand je fais ce qu'il me dit, etc., qu'il est content, tout va bien. Donc elle pense que c'est comme ça qu'elle doit faire. Comme je rappelle, c'est ça la clé du problème, c'est pas elle qui décide du cycle. Quoi qu'elle fasse,
c'est l'état de satisfaction du dominant qui va faire jouer le cycle. Et chaque fois qu'il entrera en crise, ça n'aura rien à voir avec ce qu'elle a fait ou pas, ce sera lui avec lui-même. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, dans la vie de ces femmes, elles en arrivent à croire qu'elles sont des incapables, parce qu'elles ont tenté, et tout tenté pour arrêter les violences, et ça ne marche pas. Et elles vont arriver à ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Donc ça, c'est une notion que Seligman, psychoéducation américain, a tirée de recherches qui avaient été faites sur des chiens. Vous savez, les chiens de Pavlov, on mettait un chien dans une pièce avec de la nourriture, et puis il arrivait à accéder librement à la nourriture, puis on lui met un fil électrique, et quand il a faim, il essaie quand même d'aller vers la nourriture, mais il se prend des drines. Et les drines, chaque fois, il est de plus en plus affecté par les drines, parce que plus il prend des drines, plus son corps encaisse les drines, et plus il est affaibli. Donc à un moment donné, il va se mettre dans un coin, il ne bougera plus. Et alors sciemment, on va enlever la barrière, et il n'ira plus vers la nourriture, il ne sera plus capable. Et c'est comme ça qu'on a tiré cette notion d'incapacité apprise, qui convient très bien au haut niveau de victimisation que peuvent atteindre les victimes de violences conjugales. Et bon, ce qui est intéressant pour nous, intervenants, c'est le mot apprise. Si c'est appris, ça peut se désapprendre. Donc on a ce qui se passe, c'est ce que je vous dis. Ces femmes ne voient plus la porte ouverte. Il faut les amener vers la porte ouverte, il faut leur montrer qu'il y a la porte ouverte, que derrière, il n'y a pas de danger, et qu'il y a des avantages à partir, aller vers l'avenir, etc. Donc l'accompagnement spécialisé est essentiel. Mais il faut aussi qu'on voit clair, nous, à quel moment elles sont dans leur vie, est-ce qu'elles sont arrivées à ce stade-là? Parce que ce stade-là les mène au suicide. Ce stade-là les mène au suicide. Dans beaucoup de vies, alors, la tentative de suicide, c'est une alerte majeure pour nous. Parce que beaucoup de femmes, elles font des tentatives, mais nous, on dit que c'est des appels à l'aide. Non, ce n'est pas des appels à l'aide. Moi, j'ai beaucoup discuté avec des femmes, ce n'est pas des appels à l'aide. C'est des tentatives ratées. Elles n'ont pas pris la bonne méthode, elles n'ont pas réussi. Ça ne veut pas dire qu'elles ne voulaient pas mourir. Donc, attention, attention. Donc, si on connaît des femmes qui en sont... Alors, la dépression, évidemment, ça... Alors, les conséquences, elle les a très bien expliquées, je ne vais pas aller plus loin, mais plus on vit dans ce climat délétère, plus on vit dans ce climat de mise sous emprise, moins on a l'impression de pouvoir choisir ce qu'on peut faire, moins on a de choix dans ce système-là, plus évidemment on va vers l'incapacité apprise, et là c'est extrêmement dangereux. Effectivement, on a des femmes qui tombent dans la dépression majeure, qui sont internées en psychiatrie, qui sont étiquetées psychose maniaco-dépressive par des psychiatres qui n'ont rien compris, et il y en a tout plein, moi j'en ai reçu des femmes sous aldol, hein, et donc qui sont dans l'alcool, parce que l'alcool est un moyen de résister aussi à ce sentiment d'échec, de peur, de menace, enfin de climat où on a l'impression qu'on ne sait plus rien faire d'autre. Ça anesthésie. Donc les victimes qui sont dans cet état-là ont besoin de s'anesthésier pour continuer à supporter quelque chose dont qu'elles savent qu'il n'y a pas d'issue au problème. Donc l'alcool, évidemment, ça peut les tuer. L'alcool peut les mener aussi au suicide, parce que quand même, un certain nombre de femmes que j'ai connues, elles buvaient ou prenaient des médicaments avant de faire des tentatives parce que ça les anesthésiait, donc elles arrivaient plus vite C'était plus facile d'aller vers le suicide, il y avait moins de souffrance et bon, l'anesthésie leur permettait d'aller jusqu'au bout. Et donc, on est quand même devant des problèmes très graves en violence conjugale. Alors, et nous devons à nous-mêmes de reconnaître cette mise sous emprise. Elle existe, il y a des moyens pour les professionnels de l'identifier, et il faut qu'on l'utilise. Et il y a des échelles de risque et des mesures du risque qui existent maintenant, qui vont exister, en tout cas on est en train de les mettre au point, qui nous permettront aussi de déterminer à quel moment ça devient dangereux. Soit parce qu'on peut tomber dans un féminicide, mais moi je dirais qu'il faudrait aussi ajouter dans ces échelles de mesure du risque le suicide forcé. Ça me paraît important. Actuellement, on a une échelle de mesure de la dangerosité où on se dit, ben voilà, il va y avoir passage à l'acte de l'auteur qui risque d'assassiner ou d'homicider sa victime, je ne sais pas comment on peut dire, enfin bref, l'assassinat, ça ce sont des termes juridiques, bon, judiciaires je veux dire même. Mais bon, de tuer sa conjointe parce qu'il ne veut pas qu'elle s'en aille et qu'il ne supporte pas de perdre l'objet de son pouvoir. Mais on devrait aussi avoir une échelle qui permet de mesurer effectivement à quel moment il y a des risques pour la victime, parce que son niveau de victimisation est très 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 élevé. Et donc à partir de ce raisonnement-là qu'on fait sous la mise sous emprise, on peut arriver à avoir une échelle des risques, je pense. Voilà, c'est tout. Je vous remercie de m'avoir écouté.